je suis tellement d'accord avec ce que vous racontez, ce que vous êtes en train de dire ce soir-là, concernant le Mali et le Burkina et la Guinée, c'est pays qui font l'hypocrisie avec la Côte d'Ivoire, les gens, on est tous des frères. Moi, personnellement, moi, cette histoire des frères, je vais dire zapper. Hein. Moi, je ne parle plus des frères, moi, je dis les voisins. Parce que euh, ces personnes-là, ils nous ont jamais aimés. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais aimer la Côte d'Ivoire, mais c'est des gens haineux. Et souvent, les situations, vu qu'ils vivent dans des situations difficiles, ils n'ont pas d'autre choix que de venir en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ne souhaitent pas avoir, ils viennent trouver tout, quoi. Tout ce qui est positif et bon. Donc ça fait la haine des trop. Parce que souvent, il y a d'autres qui viennent, c'est pas parce qu'ils viennent dans l'intention de venir faire fortune, hein. Ils viennent dans disant, ah, on dit, ce pays-là, il y a tout ça, on va venir voir ce qu'il y a même. Et quand ils arrivent, ils viennent voir, c'est qu'on leur avait dit là, mais c'est plus que ça. Donc ça, la haine est trop, ça ne fait plus mal encore. Et frère, Alassane, vraiment, le président Alassane Ouattara a vraiment, Dieu merci, nous avons donné un grand homme. Chaque jour que Dieu fait, Alassane, tu découvres d'autres, des qualités et puis, comment on appelle ça, tous les actes que le président Alassane pose, ça nous permet d'ouvrir nos yeux, quoi. Et puis de se rendre compte chaque jour que Dieu fait qu'il y a un enseignement à tirer dans le comportement et dans la manière de pratiquer le pouvoir du président Ouattara. Si quelqu'un venait nous dire, nous les gens du Nord en général, que ah ouais, les Maliens, c'est pas des gens qui vous aiment beaucoup, les Burkinabés, on n'en parle pas, les Guinéens aussi, machin, tout. Je pense qu'il y a plein de Nordistes qui disent non, mais mon frère, tu exagères, on est des frères. Alors, la preuve, la crise qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, les gens pour lesquels on s'est battu, ou les nordistes ont eu beaucoup de problèmes dans la crise des Côte d'Ivoire, c'est pas par rapport aux nordistes même. Il faut qu'on se dise la vérité. On a fait le palabre des autres, des étrangers. Ça dit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Voilà, c'est le palabre qu'on faisait. Sinon, nous-mêmes, personnellement, on se connaît. Moi, je connais mon village, je connais le village de mon père, le village de ma mère, ainsi de suite. C'est pareil pour tous les autres Ivoiriens qui sont du Nord. Mais on s'est battu, on savait entre nous que certaines personnes avec qui on collaborait, on partait dans les mosquées, on s'asseyait dans les grains, ou on passait du temps à ça. On sait, on connaît. Et puis, bon, c'est les gens de ces opposants-là, les gars de Gbagbo et Bitela qui nous ont obligés à adopter cette position aussi quelque part. Sinon, entre nous, au Nord, on se connaît. Moi, j'ai grandi dans un endroit où on connaissait, quand on veut inverser une cour, on disait la cour des temps, la cour des Maliens, la cour des Guinéens, la cour des Burkinabés. Ça, c'est typique au Nordiste. Nous, on se connaît. Quand les gars arrivent, on leur donne de la place, l'hospitalité, mais on sait qui est qui. On te respecte, mais tu nous respectes aussi. Et puis chacun, on se mélange, on fait les choses, mais on se connaît. C'est l'arrivée de ces criminels, des politiciens là, qui sont arrivés, là, les voyers, là, qui nous ont obligés bon, enfin, d'une manière, en voulant protéger nos voisins, et puis, bon, comme en général, les nordistes sont souvent musulmans, et l'islam parle beaucoup de l'étranger, comment il faut l'hospitalité pour les étrangers, et donc tout ça réuni, ça fait que nos parents soutenaient, on les couvrait, on les protégeait. Donc, on cachait leur vraie identité pour les protéger. Mais le problème, c'est que on n'a jamais pensé que ces personnes-là aussi, ils étaient si méchants jusqu'à ce point. Mais c'est aujourd'hui, il a fallu qu'Alassane arrive au pouvoir pour mettre le pays bien. Et regarde, toutes ces personnes, ils sont tellement aujourd'hui à l'aise en Côte d'Ivoire, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et bizarrement, la personne qui est à la base de tout ça, qui les a donné tous ces avantages-là, c'est cette personne-là, ils sont contre lui, ils ne veulent pas l'avoir. La personne qui les maltraitait, qui les tuait, le nombre de Maliens que Babou a fait tuer, et puis Bédier. Mais est-ce qu'on peut compter? On ne peut pas compter. Mais bizarrement, les Maliens, ils disent Babou est bien, ils sont d'accord avec Babou, ils préfèrent collaborer avec Babou, ils parlent de Babou. C'est impressionnant. Donc, c'est là que tu vois, mais non, mais honnêtement, donc la personne qui vous maltraitait, qui vous assassinait, donc les gars, ils sont tombés amoureux de leur bourreau, quoi. Je les regarde, mais je suis impressionné.
parlaient bêtises, parlaient. Mais la vraie réalité, c'est quoi? Non, c'est pas qu'ils aiment leur bourreau, mais c'est tout simplement c'est la jalousie. Et la jalousie, leur haine contre la Côte d'Ivoire était tellement cachée qu'on ne pouvait pas détecter. Il a fallu que ce grand homme arrive pour mettre les choses bien en ordre et pour qu'on voie qui est qui. Parce que vous voyez, dans le désordre, le mal a toujours évolué dans le désordre. Ça, c'est inné. Le mal évolue toujours dans le désordre. Et donc, du coup, quand on est dans le désordre, ces personnes-là arrivent à se cacher, à préparer leurs coups louches, ou bien à faire semblant d'hypocrisie. Et nous autres, on a été victimes de ça. Nous, les nordistes, en gros. Mais, comme le bienfait n'est jamais perdu, donc toutes les bonnes choses qu'on a fait pour eux, et qu'eux, en retour, ils sont en train de nous le payer dans la méchanceté, mais nous, on va toujours avoir de l'avance sur eux. C'est tellement évident. Ils sont en train de nous donner encore de quoi à être beaucoup meilleur. Et c'est ça, la force, la puissance de ce grand homme, le président Hassan Ouattara. Franchement, quand je pense que tout a une fin dans la vie, comme le collègue a dit dans une des émissions, franchement, quand je pense au mot tout a une fin, et quand je pense que tout le monde doit un jour retourner à Dieu, et que ce grand homme, tôt ou tard, il retournera un jour, il ne sera pas là. Franchement, je suis triste. Je suis triste. Mais après, je me dis, bon, écoute, ne regarde pas ce moment-là, profite du moment présent. Et c'est ce que j'ai fait. Franchement, Claire, c'est une fierté pour moi de connaître ce grand homme, de faire partie des gens qui ont voté, qui se sont battus. Moi, je me suis battu. Je n'ai jamais osé en parler de certaines choses qu'on a fait, mais je me suis battu. Bon, peut-être un jour, j'aurai l'occasion d'en parler. Je me suis battu. Pour l'instant, j'ai mis ma vie, j'ai risqué, bon, comme plein d'autres, pour l'instant, et j'en suis fier. Ça serait demain, si on me propose de recommencer, je vais recommencer. Et d'ailleurs, même, je suis toujours là. Je fais partie des gens qui seront prêts, s'il y a quoi que ce soit, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, ben, détrompez-vous, parce qu'on est beaucoup. Il y a plein même qui ne parlent pas, qui ne se montrent pas, mais essayez et puis vous verrez. Essayez et puis vous verrez, vous allez apprécier. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par la haine et la méchanceté de cette personne-là. Et puis en même temps parler aussi pour comment on appelle ça, la chimie que le gouvernement a mis en place. J'ai écouté les gens critiquent, les opposants de Pakoti la critiquent, et ils savent tout. Moi je dis que il faut bien pour pouvoir réussir quelque chose, il faut bien commencer. Si on ne commence pas, comment on va pouvoir arriver? Mais en commençant quelque chose, on va faire des erreurs. C'est comme un nouveau-né. Un nouveau-né, quand il commence à vouloir marcher, il commence à s'élever d'abord. Et quand il va commencer à faire un pas, deux pas, il tombe, il s'élève, et puis au fur et à mesure, et puis un jour, il va s'aguerrir, il va commencer à courir un peu partout. C'est comme ça. Il faut bien qu'on commence. Si on commence, après, on va corriger tout ce qui ne va pas au fur et à mesure. Et puis, sachant que, bon, c'est vrai, l'idée première de la CNU, ça vient de la France, mais nous, notre modèle est différent de celui de la France. Donc, les gens qui sont en train de comparer, ce n'est pas le même modèle. C'est vrai qu'il y a le fonds récent, mais c'est de la manière que nous, on l'a mis, ça n'a rien à voir. Donc, laissez-nous mettre pour nous en place. Et puis après, on va faire nos erreurs pour corriger, et puis on va arriver là où il faut. Et voilà, donc qu'ils nous laissent en paix avec ce problème-là, qu'ils laissent le pays avancer, et bon, de toute façon, bon, c'est une façon de parler qu'ils laissent, mais qu'ils veulent pas, le pays avance, le pays va avancer, et le pays va avancer là. Donc ils ne pourront rien faire pour ça. Donc, et puis, ta position sur l'œil pour l'œil, le côté œil pour œil, dent pour dent, je suis entièrement à 200% d'accord avec vous. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui insulte, on l'insulte. Celui qui tape, on tape sur le pied, lui, on lui casse un œil. Celui qui tue un, on tue trois. Voilà. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et j'en suis. Voilà. Donc, c'est comme ça. Trop, c'est trop. On en a le temps de sensibilisation est passé. Maintenant, c'est l'action maintenant. La répression. Celui qui fait, on est là. Et comme ça, ils vont voir. Et puis, qui se méfient, parce que ce qu'ils pensent dans l'air bien, tout ce qu'ils tentent là, comme malheureusement, ça ne va jamais réussir pour eux. Sinon, la Côte d'Ivoire, on allait diviser, on allait faire disparaître la Côte d'Ivoire en tant qu'il y avait un pays qui s'appelait Côte d'Ivoire. Ce qu'ils pensent là, ils ne savent pas ce que nous, on pense derrière. Voilà.
Voilà un peu Clarence, ce que je voulais dire. Et puis je voulais saluer, bon, j'ai oublié même de saluer mon amoureuse, Madame Blanc. Ben, je lui fais un gros coucou et puis Monsieur Blanc, mon rival, Amdiemé, que je suis en train de guetter tout doucement. Voilà, je voulais lui passer un coucou et puis saluer Sundiata et comment on appelle ça, le conquérant, avec Berthier et puis Yann. Yann, bon, toujours je le salue, mais il ne me salue jamais. Bon, Yann, attention, parce qu'il te salue toujours, mais tu ne m'as jamais salué. Il faut te méfier. Sinon, je vais te croiser là. Je te vois souvent derrière. Donc, je fais un coucou à Yann, c'est une façon. Je blague Yann, t'inquiète, je parle. Et puis, je salue nos mères, madame, les différentes mères, je n'ai pas tous les noms en tête. Et puis, ben, vraiment, c'est ce que je voulais dire et je vais m'arrêter là. Et puis, vous souhaiter bon courage pour la suite et pour vous dire qu'on reste à l'écoute. Si vous avez quelque chose à ajouter, je serai à votre écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Tu sais, Yann est devenu un sujet incontrôlable dans la nature. Hein. Il est devenu très dangereux. Il est armé jusqu'aux dents. Il vient et gâte aussi son passage. Ici en Floride, il a mis des milliers de familles dans le désarroi. Et donc, Yann est devenu vraiment un mauvais garçon dans la cité. Voilà, comme tu le disais. Bon, c'est pour plaisanter aussi par rapport à... Tout à fait. Voilà. Mais effectivement, merci beaucoup, cher frère. Et ce que tu as dit, c'est ça. Tout ce que tu as dit, c'est juste sur la ligne. Et ce que j'allais te dire aussi, il faut commencer à compter tes jours, quoi. Parce que quand tu parles de Madame Blanc, là, tu peux prendre plan, hein. Attends, on est beaucoup. Je ne suis pas un magicien pour prévoir l'avenir, mais je vais dire que M. Blanc ne va pas s'amuser avec toi. Non, j'ai pris mes précautions, t'inquiète. Il n'y a pas de... Je suis du Nord. Donc j'ai pris certaines précautions que M. Blanc ne pourra pas voir. C'est qu'il faut faire les dibinans à 3 niveaux. Voilà. Mais je ne vais pas prendre le même dibinan, je ne vais pas prendre le même marabout qu'après Fofana. Il n'y a pas de problème. Sinon, cher frère, ce que tu as dit, c'est tellement important. Souvent, tu sais que l'être humain même là, il faut prendre un être humain qui n'a plus de sentiments. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme une machine, comme un robot. Et il perd son humanité en même temps. Mais l'être humain même là, c'est le sentiment même qui nous fait. Tu as expliqué quelque chose qui est très vrai, mais que beaucoup de personnes refusent de comprendre ou même font semblant de ne pas voir. Parce que s'ils assument de dire cette réalité-là, on va les voir comme des personnes différentes ou même des personnes méchantes. Mais la réalité est toujours là en face de nous. C'est quoi le problème? C'est la haine que les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens ont spécialement contre les Ivoiriens et surtout les Ivoiriens du Nord. Est-ce que c'est faux? Les Maliens, Burkinabés et Guinéens. Est-ce que vous pouvez mettre ça sur une muette? Tout à fait. Ça, tout le monde, même si les gens ne veulent pas assumer la réalité, tout le monde sait que ces trois pays-là ont une haine contre les Ivoiriens, mais particulièrement les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Venez me démontrer que c'est faux. Peut-être que je peux être en train de me tromper. Mais pourquoi les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas le courage de dire ça en face de ces personnes-là pour leur dire, on sait que vous avez de la haine pour nous, parce que vous avez un complexe d'infériorité en face de nous. Parce que nous, on s'habille mieux que vous. Parce qu'on est mieux éduqués que vous intellectuellement. Parce que côté éducation de base, on a de la structure morale mieux que vous. C'est ça, il faut expliquer les origines de cette haine-là. Les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens estiment que la Côte d'Ivoire, étant dans la même zone géographique que eux, pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours été ce pays-là qui a pu tirer son épingle du jeu. Les Guinéens disent, pourquoi les autres n'ont pas accepté de dire, oui, non, nous ne voulons pas assumer, rester avec la France en 1958. Mais chacun était libre de dire oui ou non. Les Guinéens, eux, disent, on ne pardonnera pas la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés disent, la Haute et la Basse Volta étaient un pays. Pourquoi aujourd'hui, la Basse Volta s'en sort mieux que nous? Voilà l'origine de leur haine. Et les Maliens, les Soudanais, eux disent, nous sommes complètement dans la dèche.
dans la misère. Et tout près de nous, on a un pays qui est un Eldorado. C'est suffisant comme une raison. Quand le Malien regarde le Mali et qu'il regarde la Côte d'Ivoire, c'est comme quelqu'un qui est en train d'être qui est en enfer, en train de se faire rôtir et qui regarde les gens au paradis en train de prendre un bain de soleil. Ça fait mal. Toi, tu es en enfer. On est en train de rôtir correctement tes fesses. Mais tu vois des gens qui sont assis au bord de la plage au paradis et qui sont en train de prendre un bain de soleil. Imaginez la haine que celui qui est en enfer pourrait ressentir pour l'autre qui est du bon côté. Voilà donc la haine du Malien. Tout ça, quand c'est bien situé et que vous comprenez ça, malheureusement, quand ces personnes-là, sachant qu'elles ne peuvent rien faire, je parle des Maliens, Burkinabés et Guinéens, sachant qu'elles ne peuvent rien faire pour empêcher cette réalité, c'est pourquoi à partir des années 70, Sékou Touré va ouvrir la porte de la Guinée à Kwame Nkrumah pour créer toutes sortes de problèmes aux Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voyez Alassane Ouattara et tout dernièrement, vous voyez les Burkinabés. Que le crime où Fonati était accusé. Quand le Burkina qui faisait des coups d'État chaque semaine, on dit non, c'est au fouet. Ainsi de suite. Et donc ces pays-là ont fini par développer un complexe d'infériorité. Quand un Ivoirien s'exprime correctement mieux que ces personnes. Même le plus villageois des Ivoiriens s'habille mieux que ces personnes. Le plus petit des Ivoiriens a un esprit beaucoup plus éclairé et ouvert que les intellectuels de ces pays-là. Et en termes de développement, quand vous regardez ces pays-là, la Côte d'Ivoire est un paradis et qui est entouré par des pays qui sont encore moyenâgeux. Bizarrement, ces personnes, tout naturellement, aiment aussi aller vers la recherche du bonheur. Et donc, quand elles doivent venir à la recherche du bonheur, elles ne viennent pas en tant que des personnes avec un cœur blond, mais ils viennent avec un aspect d'un agneau, mais à l'intérieur de l'agneau, c'est un loup qui est là. Ça veut dire que même si vous prenez la Côte d'Ivoire, que vous remettez à ces personnes-là, eux, leur problème, pourquoi les Ivoiriens ont bien vécu ou même vivent bien que nous? Voilà le problème de base. Malheureusement, surtout malheureusement, les Ivoiriens même du Nord, nos frères du Nord, ne comprennent pas cela à cause des proximités religieuses, souvent culturelles et les noms et autres. Il y a beaucoup de points de similitude. Et ces personnes se disent non, de toute façon, nous sommes des frères, on parle les mêmes langues, on a les mêmes noms, on a les mêmes aspects culturels. Et donc, ces personnes s'infiltrent dans les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire et peuvent ainsi atteindre leurs objectifs. Prenez, à l'époque, il y avait un journal, j'oublie le nom, c'était Fraternité Matin, il y avait une partie qui était dédiée à ceux qui font les vols et les braquages. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens qui n'exercent pas les braquages et autres. Mais la majorité de ceux qui font les braquages viennent de ces trois pays. La majorité des gens qui tuent violemment des gens viennent de ces trois pays. La majorité de ces gens qui ont eu des enfants en Côte d'Ivoire sont ceux-là aujourd'hui qui sont les syndicats et qui augmentent les prix, qui créent l'anarchie dans nos pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire, c'est la vérité. Parce qu'un Ivoirien, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Ivoiriens dedans, mais en termes de nombre, ces personnes représentent 99%. Malheureusement, la petite place qui leur a été faite, ces personnes rentrent dans les abus, dans les excès, au point même de mettre mal à l'aise leurs bienfaiteurs, pour que ces bienfaiteurs-là puissent se sentir mal à l'aise. Et leur jeu marche. Leur jeu a marché. Et leur jeu continue de marcher. Parce qu'on trouve des personnes comme Soro Guillaume, des personnes comme Laurent Gbagbo, des personnes comme Henri Konan Bédié, qui disent aujourd'hui, pour des intérêts bassement politiques, mesquins et lugubres, qui disent vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Les mêmes étrangers que je viens de citer, tout le monde sait. Prenez le traitement qu'Alassane Ouattara vous donne aujourd'hui et comparez cela au traitement que Bédié vous a donné et que Laurent Gbagbo vous a donné. L'article 125, souvenez-vous, c'est Laurent Gbagbo. Quand les gens vous poursuivaient avec vos boubous
Ça, c'était Henri Konan Bédié. J'en passe. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est là, est-ce qu'il a tué un étranger? Il a insulté un étranger? Il a poursuivi quelqu'un? Il a fait du mal à quelqu'un? La réponse est non. Et donc, c'est à ce monsieur Alassane Ouattara que les étrangers disent, comme ce monsieur est trop bon, il faut qu'on l'attaque. Comme Alassane Ouattara est trop gentil, on va lui montrer maintenant notre vrai côté. Le loup qui était caché dans l'agneau, on va lui montrer ça. Sinon, vous n'êtes pas capable de le faire avec Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas capable de le faire avec Bédié, parce que cela vous maltraitait. Malheureusement, il faut, sinon j'allais dire, pardon, il faut que cette situation cesse. Parce que malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui traitent avec ces gens-là. Ils ont donné le tissu économique à ces gens en Côte d'Ivoire. Comme disait l'aîné hier, ça fait qu'économiquement parlant aujourd'hui, ces personnes-là maîtrisent le maillage financier de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'Ivoiriens sont tombés de leur bourreau, sont tombés amoureux de leur bourreau. C'est que je dis, écoutez très bien. Quand quelqu'un à qui tu as fait un espace finit par te dominer économiquement, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, quand ils ont des sales boulots, c'est à ces étrangers-là qu'ils confient. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils volent de l'argent, les politiciens ivoiriens là, c'est à ces personnes-là qu'ils confient. Et cela a fini par rendre ces personnes plus fortes économiquement, donc elles ont pris confiance et elles sont en train de détruire la Côte d'Ivoire maintenant sans se gêner. Mais le complexe de Stockholm auquel on assiste, l'une des raisons, c'est que ces étrangers ayant pris l'aspect économique, les Ivoiriens n'ont pas grand choix. Le complexe, si vous voulez, le syndrome de Stockholm, c'est un fait étrange qui a eu lieu le 23 août 1973 à Stockholm, où il y a un monsieur, il s'appelle Jan Erik Olsson, il a braqué une banque. Et quand il a braqué la banque, ça s'est mal terminé pour lui quand la police a tiré. Et donc il a pris, je crois bien, 4 personnes en otage. Et quand il a pris les 4 personnes en otage, il les a gardées dans la chambre forte là-bas. Et puis ils se sont cloîtrés là-bas. Mais après, 4 jours après, la police va utiliser du gaz anesthésiant pour les faire dormir et puis retirer les otages et arrêter le premier d'otage. Mais la chose bizarre, c'est que les otages, eux-mêmes, étaient tombés amoureux de Jan Erik Olsson, celui qui les avait pris en otage. Et les 4 otages étaient tellement pris de sympathie pour leurs ravisseurs qu'ils étaient prêts à ne même pas négocier avec la police. Et contrairement à tout ce que les gens espéraient, ils défendaient même ce monsieur-là qui les avait pris en otage. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm dans une façon très simple, je l'ai expliqué. Et c'est aujourd'hui dans cette même situation d'empathie et de contagion émotionnelle que se retrouvent les Ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui sont dans la politique, sachant qu'ils ont rendu ces étrangers la plus forts, ils sont donc obligés de les aimer pour protéger leurs intérêts. Et malheureusement, les Ivoiriens du Nord, à cause de leur proximité culturelle, sociale et religieuse, se disent, bon, comme on partage presque plusieurs aspects ensemble, là, donc il faut faire avec. Mais vous êtes pris aujourd'hui dans un tourbillon. Ces personnes vous montrent aujourd'hui leur vrai côté. Qu'est-ce que vous faites maintenant? La seule chose, c'est qu'il faut changer de paradigme psychologique. Il faut changer de comportement. Il faut changer de manière de voir les choses. Il faut être ferme avec ces personnes-là. On est tous des frères en humanité. Mais quelqu'un qui vous hait pour ce que vous êtes, vous n'avez aucune obligation à aimer la personne. Quelqu'un qui vous hait parce que votre pays a choisi un mode politique, un mode d'évolution, vous ne pouvez rien, c'est le travail. Si ces autres s'étaient mis au travail, plutôt que de faire des mauvais choix pour leur pays, la Guinée n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire de façon naturelle. Je veux dire en termes de ressources, en termes de potentialité naturelle, la Guinée n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la Guinée est derrière? La question, la réponse se trouve entre les mains des Guinéens
eux-mêmes. Et ça, c'est un problème de la qualité des dirigeants que ces pays-là se donnent. Quand vous choisissez les mauvais dirigeants, tout naturellement, ils feront les mauvais choix. Et lorsqu'ils feront les mauvais choix, les populations et le pays même vont subir les conséquences des mauvais choix. Voilà toute la réalité. Allez au Mali. Voilà un pays qui a fait 5 coups d'État de 1960 à aujourd'hui. Comment voulez-vous que ce pays-là soit stable? Sans oublier que le vrai problème de fond, même sans coup d'État, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la politique au Mali, quand ils vous disent, ah, non, le gouvernement n'est pas là, c'est les Maliens qui sont, c'est faux. C'est parce que vos dirigeants, quand ils viennent là, ils viennent d'abord, ils prennent vos argents, ils les mettent dans des caveaux. Si en Côte d'Ivoire, les gens volent et qu'ils gardent ça en Europe, pour les Maliens, eux, ils mettent ça dans des caveaux. Et puis ils gardent ça. Et puis sous couvert qu'ils font du commerce, donc c'est les commerçants qui sont riches. C'est faux. Tous les dirigeants du Mali qui viennent, leur premier objectif, c'est d'abord de faire de la prédation, sans avoir d'objectif pour le pays. Alors que les dirigeants ivoiriens, prenez Félix Houphouët-Boigny, c'était un dirigeant qui avait un objectif clair et une vision pour son pays. C'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire évoluait. Est-ce que Modibo Keïta avait une vision? Est-ce que Moussa Traoré avait une vision? Dites-moi les visions qu'ils avaient et le chemin qu'ils ont entrepris pour en arriver à ça. Est-ce qu'on peut accuser Félix Houphouët-Boigny d'avoir été un homme de vision? Est-ce qu'on peut aujourd'hui accuser, dans le même temps, on a eu presque 19 ans de politiciens sans vision. Bédier, Laurent Gbagbo, Guy Robert, on a vu leur gestion qui a été un trou noir. Et nous venons de trouver encore un autre politicien, Alassane Ouattara, qui est un homme de vision, un homme d'État, qui est en train de construire la Côte d'Ivoire pour les 100 ans à venir. Et vous ne pouvez pas accepter ça. Vous voulez voir la Côte d'Ivoire sombrer comme vous. Mais nous aussi, on vous dit, ça ne va pas se passer tant que nous, on est vivants. Et ça, tous les vrais EPV et tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire, mettez-vous en tête que si on s'assoit et qu'on regarde ces personnes-là et qu'on accepte de devenir comme elles, sachez qu'on sera doublement en mauvaise posture. Parce qu'après avoir reçu leur sale besogne, ils vont s'asseoir et se moquer de nous. Et donc, mettons en tête que ce n'est pas les Maliens, les Burkinabés ou encore les Guinéens qui vont décider du choix que toi tu dois faire, qui vont décider du choix de tes dirigeants. Parce que si eux disent qu'ils aiment leur souveraineté dans leur coup d'État, nous on aime la Côte d'Ivoire, nous on aime notre souveraineté dans la stabilité avec des dirigeants qui ont une vision pour notre pays. Voilà toute la différence entre nous. Donc ce que je recommande à ces pays-là, donnez-vous des dirigeants qui ont la capacité d'avoir une vision pour vos pays. Vous verrez que vos pays seront stables. Donnez-vous des dirigeants qui ont de l'impact sur le présent pour essayer de transformer vos pays profondément, comme Alassane. La grande jalousie aujourd'hui, j'ai dit une fois quelque chose ici, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas prêté attention. Vous savez que l'origine d'une personne, même quand tu veux fuir ton passé, ça te rattrape. Si vous vous souvenez une fois ici, j'ai dit qu'au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali, ceux qui se souviennent doivent se souvenir, j'ai dit que dans tous ces pays-là, on recherchait l'étoile d'Alassane. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, voilà, mais tous ceux qui savent, voilà. Parce que les peuples du Mandé, même bien avant la naissance d'un enfant, on peut déjà faire des pratiques mystiques pour voir l'étoile de l'enfant. Mais je n'étais pas rentré dans les détails. Parce que tout le monde attendait cette étoile-là. Et c'est sorti là où personne n'espérait. Et vous pensez que ces gens-là vont aimer que ce bonheur-là soit sorti en Côte d'Ivoire, alors qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils voulaient à la base. Donc, la haine de ces personnes-là est justifiée. Mais ce qui n'est pas justifiable, c'est que nous, on accepte de tuer notre étoile pour faire plaisir à ces personnes-là et devenir plus misérables qu'elles. Ça, on ne va pas l'accepter. Ça, c'est un. Et de deux, je le dis bien, tous ceux parmi les Ivoiriens qui aiment la paix, qui aiment la stabilité, qui aiment le développement, le jour que quelqu'un fait un coup de feu en Côte d'Ivoire pour dire je suis venu pour enlever Alassane Ouattara, moi, tous les moyens que j'ai, je vais mettre à la disposition d'Alassane Ouattara pour que la stabilité puisse rester.
Mais bien avant cela, comme Walter l'a dit, on ne nourrit pas son coq le jour du marché. Si tu veux vendre ton coq à un bon prix, il faut commencer depuis le jour où il est né poussin là. Tu commences à lui donner la bonne nourriture. Et cette bonne nourriture là, c'est ce que nous on vous dit ici. Si j'ai une fois menti à quelqu'un, je n'ai pas dit que je ne me suis jamais trompé. Mais si délibérément j'ai menti et persisté dans le mensonge, venez dire ici tel jour tu as persisté dans un mensonge. Si j'ai menti ou bien fait du mal à quelqu'un, venez dire ici tel jour tu as fait cela et tu as persisté là-dedans. Mais si tel n'a jamais été nos intentions, si tel n'a jamais été notre posture, sachez que le message que je vous donne, ça peut choquer, ça peut faire mal. Mais au fond, tu sais que c'est la vérité. Parce que moi, je préfère que tu te prépares aujourd'hui psychologiquement. Tu te prépares à affronter la difficulté pour libérer ta personne, pour libérer tes enfants et contrôler toi-même ton destin avec un dirigeant stable, éclairé comme le président Alassane Ouattara, plutôt que de rentrer dans un schéma d'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, que tu prennes Laurent Gbagbo, que tu prennes Bédié, que tu prennes Soro Guillaume, toutes ces personnes, même si vous les réunissez, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Voilà bien la question. Tout le monde sait qu'elles ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Si vous faites, vous Ivoiriens, l'erreur de basculer dans l'instabilité, sachez que Bédié veut tuer Gbagbo. Gbagbo veut tuer Soro Guillaume. Soro Guillaume veut tuer Gbagbo et Bédié. Et tous ceux qu'ils ont formés sont dans le même schéma mental. Et tout le monde pense qu'il peut être président. En Côte d'Ivoire, du côté des opposants, tout le monde pense qu'il peut être président. Damana Pikas pense qu'il peut être président. Kone Katina pense qu'il peut être président. Bion pense qu'il peut être président. Comment il s'appelle? Eux tous. Eux donc, ils sont dans un schéma où chaque jour, vous allez assister à des violences. Vous allez assister au désordre. Si c'est ce que vous voulez, moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. On va vous regarder dedans. Mais Alassane Ouattara aujourd'hui vous impose la paix, la stabilité. C'est ce qui fait mal aux autres. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire dans les flammes de l'enfer. Comme eux. Nous n'allons pas l'accepter. Et donc, chers parents ivoiriens, rien ne vaut la paix. Même s'il faut mourir pour imposer la paix, sache que les enfants que tu as mis au monde vont bénéficier de cette paix-là. Le jour que quelqu'un va se lever pour dire que lui n'est pas content, il va venir bouleverser l'ordre démocratiquement établi par les Ivoiriens. Sachez que nous autres, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, on va sortir avec des moyens qui vont les surprendre. Et on va se mettre du côté de l'armée ivoirienne pour faire ce que vous savez. On ne vous a jamais caché. On ne vous a jamais caché. Et vous comprenez bien le message que je suis en train de dire. On va se mettre du côté de la légalité pour redresser le pays une bonne fois pour toutes. Et là, retenez très bien ce mot-là. On va être sur terrain. On sera sur terrain pour assainir le pays définitivement. Parce que tous les politiciens qui sont en train de prendre la Côte d'Ivoire comme un laboratoire d'expérimentation, qui tuent les enfants des autres et qui viennent faire les décomptes, mais eux, leurs enfants, on ne les tue pas, on ne tue pas leurs femmes. Sachez que cette dernière fois où vous allez soulever la violence pour tuer les innocents, ça va se retourner contre vous-même. Et on ne parlera même plus de vos descendants, à plus forte raison vous. Ça, pendant que les forces régaliennes seront en train de faire ce qu'ils savent faire là, nous on va se charger de ça méthodiquement. Et après ça, les politiciens en Côte d'Ivoire vont comprendre que ce n'est pas eux qui nous ont créés, nous les pauvres, et que nous avons le droit à la vie, nous avons le droit à la paix, et nous avons le droit d'exister sur la terre. Parce que celui qui nous a créés s'appelle Dieu. Et on ne peut pas continuer à détruire la vie des êtres humains parce que vous, les politiciens incapables de la Côte d'Ivoire, vous êtes toujours dans vos intérêts au détriment de la majorité des Ivoiriens. Cette fois-ci, c'est un prétexte que nous attendons. On va vous nettoyer définitivement pour que cette Côte d'Ivoire-là, celui ou celle qui voudra faire de la politique, il va s'asseoir ou elle va s'asseoir pour dire « Je vais faire politique, mais comment je vais faire la politique?
est-ce que je vais la faire avec honnêteté, au service de la collectivité, ou bien est-ce que je vais venir pour essayer de faire comme les autres? On va vous forcer à aller vers cette Côte d'Ivoire-là. Parce que pendant trop longtemps, vous avez tué les enfants des pauvres. Or, le Christ nous l'a dit. Le Christ nous l'a dit. Si tu veux aller au Père, il faut passer par moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui était le Christ? C'est ça. Il n'a pas parlé inintelligemment. Le Christ était le symbole de la perfection. Je parle du fils de Marie. Il n'y avait pas d'homme digne en Israël. Et Dieu a fait sa manifestation, qui était tellement étonnant que Marie elle-même demande à Dieu, mais comment? Il n'y a pas eu de mécanisme physique, comment je peux être enceinte? Et l'ange lui dit, ne t'étonne pas, parce que c'est nous qui sommes au contrôle du mécanisme physique. Tu ne sais pas ce qu'on a mis en toi. C'est cette expression-là qui m'intéresse. Tu ne sais pas ce qu'on a mis en toi. C'est comme quelqu'un qui fabrique un code informatique. Toi, tu peux utiliser, mais tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Quelqu'un qui utilise un code informatique, il ne te montre que ce qu'il veut te montrer. Et quand cette personne-là, le jour qu'elle veut, elle peut faire quelque chose qui va toi t'étonner malgré que tu as utilisé l'ordinateur pendant 1000 ans. Et l'être humain n'a pas de secret pour Dieu. Et Dieu dit, regarde que dans la nature, même il y a des poissons là, ils ont les deux sexes. Il y a des poissons là, eux là, ils peuvent être femmes, ils peuvent changer de sexe. Il y a des animaux là, eux-mêmes ils peuvent s'auto-féconder. Donc, si dans les états d'existence inférieurs, ces possibilités-là sont, et que tout le monde peut voir, c'est pas chez vous les êtres humains que ça peut ne pas exister. Et on va te prendre toi, Marie, comme une singularité pour montrer au peuple d'Israël qu'ils étaient devenus des gens indignes et qu'ils ne méritaient plus dans leur règne de créer et de posséder un prophète. Et c'est ce Jésus-là qui dit, je suis une exception positive. Si tu veux connaître Dieu, il faut passer par moi. Et c'est cette même réalité qui s'impose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, on s'est trop longtemps amusé avec lui. Alassane Ouattara a beaucoup encaissé. Si nous aimons Alassane Ouattara, n'acceptons pas qu'on insulte nos grands hommes. C'est ce malheur-là qui pèse sur le Mali. J'ai déjà expliqué le problème du Mali, mais les gens font semblant parce qu'ils n'aiment pas la vérité. En 91, quand vous avez fait le coup d'État, ATP et son groupe, quand ils sont allés chez le chef du village de Bamako, quand ils sont allés à Nyarela, ça maintenant c'est aux Maliens que je parle, ils vont comprendre. Quand lui et sa délégation sont allés à Nyarela, là, celui qui est mort là, l'ancien chef du village qui est mort là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, moi je ne suis pas musulman ni chrétien, mais je n'entre pas, je ne mange pas de cette sauce-là. Vous êtes venus dans le faux. Malgré que je sois un polythéiste, je ne vous suivrai pas. Et donc, tel que vous êtes venus, ainsi vous retourneriez. Ça, c'était un des vieux qui pouvait vous dire la vérité. Mais vous n'avez pas accepté cette vérité-là. Vos dirigeants n'aiment pas la vérité. Vous allez donc connaître une succession de malheurs, de coups d'État, de désordres. Et en même temps, vous voulez que nous, on accepte aussi de créer ces mêmes désordres chez nous. Jamais de la vie. Si vous aimez votre souveraineté dans le désordre, assumez-la. Mais nous, on est nous-mêmes. Et vous, vous êtes vous-même. On verra bien le résultat de l'histoire de l'humanité. Et donc, chers frères, c'est là que j'allais m'arrêter en vous disant vraiment merci beaucoup. Allô? Oui, oui. Oui, cher frère, vraiment, je voulais, là, du coup, avec tout ce que vous m'avez donné envie de dire un mot sur l'aide que les Américains ont accordée à la bande des terroristes qui sont au pouvoir au Mali. Cher frère, je voulais dire comme ça, je voulais rassurer et interpeller ceux qui rêvent un peu en disant que l'Afrique, qui parle de souveraineté d'Afrique, on ne sait pas dans quel sens ils veulent dire, parce que la souveraineté c'est tellement vague.
Mais il parle de souveraineté de l'Afrique va être autonome, l'Afrique va se prendre en charge, l'Afrique fera ci, l'Afrique fera ça. Les Américains ont changé, hein. Il a toujours dit que l'Afrique, ce qu'ils sont en train de dire de l'Afrique, là, c'est pas des choses qui sont faisables, à condition que les Africains même aient conscience de la difficulté qui les attend. Parce que pour pouvoir construire quelque chose, il faut accepter de souffrir pour le construire. Or, les Africains sont, il y a certains Africains, je globalise un peu, mais il y a certains Africains qui sont, comment on appelle ça, qui sont dans la facilité. Tu vois. Et eux, ils veulent tout dans la facilité. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Les gens parlent comme ça, on veut être souverain, on veut que nos pays soient à nous-mêmes, qu'on prenne des décisions. Mais les Maliens qui parlent de prendre des décisions, est-ce que les Maliens sont prêts à souffrir, à fermer le Mali et travailler comme il se doit pour que le Mali puisse en sortir? Ils ne peuvent pas. Et ils n'ont même pas les moyens, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas le savoir, ils n'ont rien. La preuve, ils insultent tout le monde, ils dépendent tout le monde, et c'est eux qui vont aller commander de l'argent aux Américains. Et mais tu vois, c'est là que tu vois que les Occidentaux, ils sont tellement longtemps en avance sur nous, c'est genre des petits gestes là, je ne sais pas si les gens font attention à ça, mais c'est ce qui montre quoi. Au fait, ils prennent l'argent et puis ils leur donnent. Et là, moi, souvent, c'est des choses qui m'ont toujours interpellé. Ils sont conscients que tout ce que les gens continuent, les injures, les paroles de populistes qu'ils divulguent partout, ils sont au courant, ces personnes-là. C'est des personnes qui ont un renseignement très, très puissant. Ils sont au courant, ils les connaissent, ils savent quels actes ils posent. Mais après, quand ces mêmes personnes-là viennent pour dire, ouais, ben, on a faim, on n'a pas de témoins pour se soigner, est-ce que vous pouvez nous aider, prendre l'argent et les dons? Et puis, il a les solutions maintenant, ils expliquent aux gens, ah ben, on a donné de l'argent aux Maliens pour pouvoir les aider. Mais est-ce que les gens comprennent ce qui se passe dans un geste comme ça? Est-ce qu'ils arrivent à voir clairement? Donc, moi, j'ai voulu faire cette petite parenthèse là-dessus pour que les gens ouvrent un peu l'imagination et puis réfléchissent un peu plus que ça. Parce qu'en réalité, tout ce que vous êtes en train de faire, tant qu'il n'a pas les moyens, la capacité de créer les usines, la connaissance technique, comment on appelle ça, la connaissance, la technologie, tu ne peux pas parler de souveraineté. Ferme-la. Et puis, approche-toi des gens qui ont ça, et puis essaie de négocier avec eux, et puis essaie de trouver un truc de gagnant. Même si ce n'est pas 50-50, essaie de négocier au moins 30 ou bien 25. Voilà. Et ça, les 25 qu'on te donne là, ne viens pas mettre ça dans ta poche, ou bien partager ça à ta famille. Partage ça avec ton peuple. Tout le monde va s'en sortir. C'est ça le message. Les Occidentaux, on n'a pas dit c'est des anges. Et pourquoi ils seraient des anges de toute façon? Il n'y a pas des raisons pour qu'ils soient des anges. Chacun cherche son intérêt. Chacun travaille pour son bien-être. C'est clair et clair. Chacun travaille pour son bien-être. Donc moi, je vais chercher de quoi nourrir ma famille. Mais je cherche. Je ne vais pas vivre comme toi. Tu as eu, moi je n'ai pas eu, c'est pas grave, j'ai envie de m'asseoir. Et ma famille, je fais quoi? Non, ça ne marche pas. Donc les Occidentaux, quand ils viennent, ils ont besoin de quelque chose chez nous, ils viennent, ils ont besoin de ça. Et puis c'est à nous de discuter. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas s'accaparer de ça. On nous fait croire tout ça, mais c'est faux. Ils viennent, ils disent que, bon, peut-être ils savent mieux négocier, c'est tout. Ils sont plus honnêtes dans les négociations. Parce que ils viennent, ils vont dire, on a besoin de ça. Si toi tu dis, ok, bon, je vous donne. Ils te disent, bon, non, on va faire tout et on te donne 10%. Si toi tu dis oui, ça veut dire que les 10%, tu as réfléchi, tu n'as plus le temps de tout calculer pour voir que les 10%, tu gagnes dedans. Mais si toi, on te donne les 10%, toi, tu prends les 9,99% pour mettre ça dans ta poche, dans ta propre famille, et puis les petits pourcents qui restent là, le petit pourcent qui reste, toi, tu donnes ça à la population, ça ne va pas aller. Et après, les gens vont se mettre à crier, ah, ils sont venus nous voler. Non, c'est vos dirigeants là. Or, c'est ce qu'est notre Prado, le guide. Hein, ce grand homme, cette personne différente qui est au-dessus de tout, qui est élevé. Lui, il a compris ça. Il travaille de façon honnête. C'est quelqu'un d'honnête, de foncièrement honnête. Il prend, quand il dit je prends ça pour construire ça, il prend, il construit. Et puis, j'ai une question avant de terminer. L'émergence, notre démarche pour être un pays émergent, parce que je crois que le Prado a tout fait. C'est la seule chose qui reste à faire maintenant.
Est-ce que vous en savez quelque chose sur notre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore pour atteindre ce niveau, le niveau émergent? Ben, c'est très simple. Je n'ai pas tout en tête, mais pourquoi on parle d'un pays émergent? Si vous tapez sur Google, vous allez voir les critères des pays émergents. Et voilà, vous allez voir et vous-même, vous allez vous rendre compte de ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Si je veux vous mentir en instant, ce serait un peu trop compliqué. D'accord. Voilà, mais vous tapez les critères de convergence pour être considéré comme un pays émergent, vous allez voir tout là-bas. D'accord. Voilà. Mais avant de vous laisser partir, là, je ne vais plus vous donner la parole, mais je vais faire un petit jeu avec vous. D'accord. Okay. Excusez-moi une minute. Je voulais vous demander avant qu'on termine, la cotisation pour aider les gens, le pays, enfin nos parents au pays, pour la CNU là, je n'ai pas eu d'informations dessus. Oui, parce qu'on n'a plus envie de ces histoires où des gens vont venir dire qu'on a volé leur argent, tout ça. Nous, on va s'occuper de ça, c'est pas grave. Ah bon, ça je souhaitais participer quoi, non, je sais pas. Bon, je vais voir ça avec ma chérie, mon amoureux. Voilà, parce qu'on n'a pas envie, nous on prend notre argent, on donne aux gens, après on nous dit on veut nos comptes bancaires, on n'a plus je comprends. Voilà, on n'a plus envie de ça. Voilà. Ouais, je comprends, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous écoute, monsieur. Ok. Donc on va faire un petit jeu. D'accord. Les Français, pour nous tromper, je vais dire en langue, on appelle ça maïeutique. On va faire accouchement de l'esprit. Supposons que c'est toi qui es tous les pays de l'Afrique. Oui. Donc tu es tous les Africains, on est d'accord? Oui. Et moi je suis un État occidental. Oui. Maintenant, moi, je viens chez toi, j'ai dit j'ai besoin de l'or, de l'uranium, du bauxite, de tout. Oui. Ça est chez toi en quantité exponentielle. Oui. Maintenant, quand je viens chez toi, là, j'ai dit je veux par exemple de l'uranium. Oui. Normalement, je dois discuter avec toi, non? Tout à fait. Mais quand je te dis je veux de l'uranium, oui. Est-ce que toi, tu as les moyens d'extraire l'uranium pour me vendre? Et ah bon, non. Ok. Et comme tu n'as pas les moyens d'extraire l'uranium, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas les moyens? Mais parce que je n'ai pas la connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Et pourquoi tu n'as pas la connaissance? Mais je pense que parce que je n'ai pas pris le temps de chercher. Voilà. Et pourquoi tu n'as pas pris le temps de chercher? Eh ben, parce que je suis un peu fainéant. Et c'est ça le problème de l'homme africain. Et la base de la fainéantise de l'homme africain, je vais t'expliquer. Frère, est-ce qu'il y a neige en Afrique? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a Yann en Afrique? Non. Est-ce qu'il y a tsunami en Afrique? Non. Est-ce qu'il y a tremblement d'état en Afrique? Non. C'est ça qui a rendu l'homme africain paresseux. Le climat. En philosophie, on nous a enseigné ça, l'homme et la nature. Comment dominer la nature. L'Africain n'est soumis à aucune rigueur de la nature. L'Africain peut se lever le matin là, il se met en culotte, le froid ne peut pas le tuer, la chaleur ne peut pas le tuer. Tout à fait. L'Africain peut se lever là, derrière sa maison là, il prend une bouture de manioc qu'il lance. Dans 3 mois, il vient enlever le manioc qu'il va manger. Oui. L'Africain là, il n'est pas inquiété par la nature. Ça finit par lui dire quoi? Non, tout est sous contrôle, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Les blancs que tu vois là, c'est de l'Afrique qui sont partis s'installer en Europe et puis là, ils sont restés pendant plus de 3000 ans dans les grottes. Et donc, ils se sont adaptés à leur environnement et ils ont soumis leur environnement à leurs désirs. Or, l'Africain n'a même pas encore commencé à se questionner sur son environnement. À plus forte raison, dire je vais chercher à connaître les potentialités de mon environnement. C'est ce qui a fait que l'homme africain est resté fainéant, donc ignorant et donc incapable. Mais comme on connaît déjà les origines, on va maintenant discuter. Je veux votre uranium, je veux votre or, je veux votre bauxite, tout. Puisque toi, tu ne peux pas l'extraire, c'est avec quel terme technique tu pourras me convaincre qu'on peut faire du 50-50, du 50-50? Et là, je dois répondre là. Oui. D'accord. Ben, normalement, je vais te demander, tu extrais, et puis tu m'apprends la technologie, la manière de comment on doit le faire. Tu m'apprends la technique, la manière de le faire. C'est ce que j'allais négocier, moi. Or, il se trouve que, puisque l'homme était fainéant et ignorant, il a développé ça comme habitude. Et donc, même dans les négociations,
il n'aura aucun élément pour pouvoir négocier. Parce qu'il ne maîtrise rien. Et finalement, les Blancs vont finir par tout lui imposer. Et l'homme va venir toujours se plaindre. Les autres abusent de moi. Les autres font de moi ce qu'ils veulent. Mes chers frères, c'est comme ça que depuis que Dieu a mis les hommes sur la terre, chaque être humain, personne ne veut être esclave de l'autre. Mais bien pourtant, il faut que l'un domine l'autre. Même dans un couple, il y a un qui a de l'ascendant sur l'autre. Dans une famille, il y a des personnes qui ont des ascendants sur d'autres. Dans un pays, il y a d'autres qui ont des ascendants sur d'autres. Et même dans une entreprise, il y a un chef et en fonction des grades. Parce que c'est comme ça que la nature est faite. On n'a pas les mêmes capacités et on n'a pas les mêmes aspirations. Quelqu'un peut être plus ambitieux que moi. Est-ce que je dois me plaindre et devenir jaloux? Non. Et c'est ça le problème. Les Africains n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas de connaissances. Et donc, pour essayer de cacher tout ça et cacher leur fainéantise, on utilise le fait que tout le monde est méchant contre nous et qu'on voudrait voir le monde changer. Mais le monde ne changera pas si nous ne cherchons pas la connaissance, comme a dit Amadou Ampateba. Allez à l'école du blanc, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Le monde ne changera pas pour nous en nous plaignant que les autres sont mauvais. Les autres ne sont pas mauvais, c'est parce que nous acceptons notre posture victimaire. Et tant que nous serons des biches, le reste du monde qui s'est transformé en panthère va nous dévorer. Parce que nous sommes prêts à être des proies. Ne soyons donc pas ceux qui vont se plaindre. Qu'est-ce que nous faisons pour faire changer notre monde? Les Français, là, de la même manière que les soi-disant panafricains disent qu'eux ne les aiment pas, c'est comme ça, nous aussi on n'aime pas, parce que personne n'aime être subalterne de l'autre. Mais quand tu n'as pas les moyens techniques, quand tu n'as pas les moyens intellectuels, quand tu as été colonisé, tu ne parles même pas ta langue, tu ne réfléchis même pas dans ta langue. Cher frère, tu penses que c'est en parlant le français, toi le panafricain de Pakoti de Bamako, parce que tu es en train de parler français, c'est avec ça que tu vas te libérer? Tu peux parler français plus que les Français? Toi, tu réfléchis dans la langue de celui qui t'a colonisé et tu penses que tu seras affranchi. C'est faux. Assumons-nous nous-mêmes. Et les modèles pour s'assurer et s'assumer existent. Quand Mao Tse-tung a fermé la Chine, il a remis les choses au pas. C'est ce qu'il faut à l'Afrique. Et le jour qu'on sera prêt là, on va arrêter avec toute cette comédie. On va revenir au point fondamental et commencer à nous développer. Sinon, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est vous là. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, Claire. Merci. Pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci.